Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois le docteur Philippe Rodet, médecin urgentiste de formation et fondateur de Bien-être et Entreprise. Il a parcouru le monde pour sauver des vies dans des pays parfois en guerre et il œuvre aujourd'hui à la promotion de comportements bienveillants et à la protection face aux effets ravageurs du stress. Le docteur Rodet nous explique que les facteurs du stress ont augmenté et que les leviers de protection ont diminué, d'où l'importance de se protéger. On revient ensemble sur les mécaniques à l'origine du stress et sur les signaux faibles auxquels nous devons rester attentifs et vigilants pour ne pas basculer dans un stress aigu ou un burn-out. Parce qu'il existe des pratiques simples et efficaces à mettre en place dans son quotidien pour se protéger et mieux vivre sans stress. J'espère que vous serez touchés par la douceur et l'humanité du docteur Rodet, comme je l'ai été. Très belle écoute à tous. Bonjour Philippe. Bonjour Amira. Je suis vraiment ravie de te recevoir dans Epion Podcast et d'échanger avec toi Philippe aujourd'hui. Bien, je suis ravi également, donc on devrait passer un bon moment ensemble. Tout à fait. Alors Philippe, je te reçois aujourd'hui pour parler un peu de ce qu'on appelle le mal du siècle, à savoir le stress. C'est un sujet que tu évoques beaucoup aujourd'hui dans tes conférences et notamment dans tes livres que j'ai sous les yeux. Vous pouvez vivre mieux, qui est paru aux éditions Erol. Donc voilà, on va en parler assez longuement aujourd'hui ensemble. Mais avant ça, la tradition, Philippe, c'est de te présenter dans Epion. Donc, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour ceux et celles qui nous écoutent, te présenter et nous expliquer surtout pourquoi tu es arrivé aujourd'hui à sensibiliser les gens, la société, au sujet du stress? Je ne sais pas si j'arrive à sensibiliser les sociétés, mais j'essaie de sensibiliser quelques personnes. De formation initiale, je suis médecin urgentiste et je me suis intéressé aux sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui par hasard. En 4e année de fac, lorsque c'est là qu'on commence vraiment à mettre les pieds à l'hôpital, mon premier stage d'externe, je l'effectue en réanimation. Et là, j'assiste au décès d'un enfant de 15 ans qui avait mis fin à ses jours parce qu'il échouait à l'école. Quand on a une vingtaine d'années, qu'un enfant de 15 ans mette fin à ses jours, c'est hyper violent, mais en plus pour un tel motif, l'échec à l'école, ça rend la chose encore plus douloureuse. L'année suivante, je vais assister à une conférence d'un homme qui parle de l'influence de la motivation sur la réussite. Je vais le voir à la fin de sa conférence, je lui dis ces leviers de motivation qui permettent de réussir, est-ce qu'on pourrait les utiliser auprès de jeunes en situation d'échec à l'école? Il me dit oui, bien sûr, mais il faudrait les adapter. Je le revois, on les adapte, on les expérimente, dans 6 à 7 cas sur 10, on obtient des résultats intéressants. Je vais ensuite vérifier que cela puisse s'avérer efficace auprès de sportifs de haut niveau. Et là, histoire de les accompagner le mieux possible, je fais un peu de biologie, je dose certaines hormones dans le sang, et je me rends compte que plus leur motivation augmente, plus une hormone du stress baisse. C'est ça qui va m'intéresser pendant les décennies qui vont suivre. À l'époque, ce n'est qu'un constat, cela n'a pas de valeur. Je continue mon parcours, je deviens médecin urgentiste, comme tout médecin qui veut donner un peu de sens à sa vie. J'aurais fait un peu de médecine humanitaire, j'aurais travaillé au Burkina Faso, en Brousse, en Roumanie, à la fin de Ceausescu, quand il y a des troubles, puis à plusieurs reprises à Sarajevo pendant la guerre. Et dans Sarajevo en guerre, là où les tensions sont maximales au niveau de l'équipe, je me rends compte que mes mêmes petits leviers maintiennent l'équipe soudée et diminuent le niveau de stress de l'équipe. Je crois avoir découvert quelque chose de formidable. Et là, je vais voir un confrère psychiatre et je lui dis, est-ce qu'on a des études qui nous permettraient de comprendre comment la motivation peut diminuer le niveau de stress, renforcer la cohésion et aider à réussir? Il me dit non, sans aucun intérêt. Nous, chercheurs, ce qui nous intéresse, c'est la motivation pour des sevrages de toxiques. Ton histoire de cohésion, de réussite, en plus, c'est pratiquement le domaine de l'entreprise. Par pitié, n'y mets pas les pieds. La pire des choses qui puissent t'arriver sinon, c'est de finir un jour consultant. Malgré sa mise en garde, je vais continuer à m'intéresser au sujet. On va trouver plusieurs pays qui travaillent sur ces approches.
Et en recoupant les études menées dans ces pays, on va bâtir une approche un petit peu atypique. Et puis, ça aurait pu rester de manière purement intellectuelle, et je m'y intéressais, mais sans du tout l'idée d'en faire un jour mon métier. Et puis, force de prendre des gardes aux urgences et d'être confronté à des personnes qui avaient une réelle souffrance ou avaient tenté de mettre fin à leur jour sur leur lieu de travail, j'ai eu envie d'agir avant, en amont, en me disant, souvent quand on intervenait, c'était un petit peu tard, et là j'avais envie d'agir en amont. Et puis j'ai continué à réfléchir, savoir si la notion de motivation, à une époque, avait existé une échelle collective. Et puis l'échelle qui m'intéressait, c'était celle d'une ville, d'une cité. Et la cité qui m'intéressait, c'était la cité athénienne, 5 siècles avant Jésus-Christ. Pourquoi celle-ci? Parce qu'à cette époque-là, il y a un essor intellectuel et culturel impressionnant, et les Grecs remportent des batailles alors qu'ils sont inférieurs en nombre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je rencontrerai une académicienne atypique, qui était Jacqueline de Romilly, et c'est elle qui me poussera par la suite, en 2008, à créer un cabinet qui s'appellera Bien-être et entreprise. Et Jacqueline de Romilly me disait, les 2 premières lettres de Bien-être, BI, les 2 premières entreprises EN, ça fait bien, et vous pourrez conclure toutes vos conférences sur la contagion du bien. Voilà comment je suis passé de la médecine d'urgence au monde de l'entreprise. Super, merci beaucoup Philippe pour cette introduction déjà très riche, très riche de parcours. Alors, quand on se parle du stress, Philippe, on se parle de quoi? Parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on emploie tous les jours, on le subit tous les jours. C'est quoi le stress et quelles sont les mécaniques à l'œuvre derrière le stress? Qu'est-ce qui se passe? Alors, si on voulait définir un petit peu le stress, on va aller chercher Hans Selye, qui est l'homme qui l'a décrit pour la première fois en 1936 au Canada. Hans Selye est un chercheur d'origine autrichienne qui avait migré au Canada. Hans Selye a dit le stress est la réponse non spécifique que donne le corps à toute demande qui lui est faite. Une réponse non spécifique, c'est-à-dire que quelle que soit la source de stress, qu'elle soit physique, comme le bruit par exemple, chimique, la pollution, ou psychique, une inquiétude par rapport à notre avenir, par rapport à la santé d'un proche, par rapport à une surcharge de travail, dans tous les cas, on libérera les mêmes hormones. Une réaction de stress, c'est donc avant tout une libération d'hormones, et parmi celles-ci, il y en a une que beaucoup de personnes ont entendu parler, c'est l'adrénaline. Très clair. Alors on dit souvent que c'est mal en fait de stresser. Pourtant, initialement, c'est un peu une réaction de survie. Pourquoi c'est devenu un problème en fait de stresser? Bien, c'est effectivement une réaction de survie. Vous êtes en voiture, et il y a un risque d'accident, et là, on va avoir une réaction de stress rapide, brutale, intense, et cela peut nous sauver la vie. Pendant quelques fractions de secondes, le fonctionnement de notre organisme va être optimisé, et ça va nous permettre parfois d'avoir le bon geste au bon moment. Donc, c'est une réaction de survie qui est efficace. En revanche, il y a des paramètres qui font qu'elle nous pose problème aujourd'hui. Elle est devenue très fréquente. Avec les moyens de réduire le temps, les nouvelles technologies, l'information et la communication, tout s'est accéléré et peut-être un petit peu vite pour l'humain. Et donc, plus on réduit le temps, plus on va augmenter les sources de stress. Et on est confronté à un nombre de sources de stress qui est colossal actuellement et il faut qu'on soit vigilant. Donc, il y a beaucoup de sources. Et puis, si on va voir Jean-Jacques Breton, qui est psychiatre à Montréal, Jean-Jacques Breton dit si le stress pose problème, c'est d'une part que les sources se sont envolées, mais c'est qu'en parallèle, les facteurs de protection se sont effondrés. Et donc, c'est ce double mouvement qui nous pose problème. Eh bien, il faut à la fois essayer de diminuer les sources et en même temps d'augmenter les facteurs de protection. Le stress, s'il nous pose problème, c'est parce qu'on a ce double mouvement qui est apparu et on n'équilibre plus les choses. D'ailleurs, dans les facteurs de protection, on a les liens sociaux. On l'a mesuré à merveille pendant la période du Covid. Il y avait plus de stress, un petit peu moins de liens sociaux. Une étude qui a été faite au Canada, qui est sortie récemment, sur l'impact du stress pendant le Covid sur le cerveau des jeunes personnes, des ados ou des jeunes adultes. Et il y a eu un impact à ce niveau. Les cerveaux ont vieilli un petit peu plus vite qu'en temps normal. Donc, dès qu'on augmente les sources et qu'on diminue les liens sociaux, qu'on diminue les facteurs de protection, effectivement, ça pose problème. Eh bien, pour que cela ne pose pas problème, il faut essayer de diminuer les sources et d'augmenter les facteurs de protection. Est-ce que le stress, c'est forcément négatif? Parce qu'on parle parfois du stress positif qu'on appelle le EU-stress, à contrario du stress négatif qu'on appelle plutôt la détresse. Est-ce que quand même le stress peut avoir un effet positif sur notre vie, notre santé? Le stress à dose, si vous voulez, modérée, celui qu'on appelle le stress, il posera pas de problème. L'organisme humain, il est très bien fait. On peut avoir quelques
sources de stress dans la journée sans que ça pose problème. Bien sûr, il sait s'adapter, il sait gérer. Le problème, c'est quand il devient trop fréquent. Quand on a un hyperstress, c'est là effectivement que ça devient problématique. Est-ce qu'on est tous, du coup, logés à la même enseigne quand on se parle de stress en termes de résistance et de résilience? Non, on ne résiste pas tous de la même manière, ça dépend un petit peu de certaines hormones qu'on aura en plus ou moins grande quantité dans le sang, et certaines personnes résistent très bien à des niveaux de stress importants, et d'ailleurs ils auront plutôt des métiers souvent où on est confronté à des sources de stress importantes ou des activités ludiques à côté qui seront aussi génératrices de stress. Puis d'autres personnes, au contraire, éviteront cela. Il y a une molécule qui a été travaillée par nos amis américains qui s'appelle le neuropeptide Y, où ils se sont rendus compte que plus il y avait de neuropeptide Y dans le sang, plus la personne résistait au stress. Et ça, on l'amène à la naissance, on ne peut pas jouer dessus. Donc, c'est certain que les personnes qui vont avoir des activités très stressantes, eh bien, auront une capacité à résister au stress qui sera exceptionnelle. Mais on ne peut pas en tirer des règles pour tout un chacun à partir de quelques exemples qui sont des êtres exceptionnels. Donc il y a vraiment une clé d'entrée qui est différente en fonction des personnes. On ne résiste pas tous de la même manière au stress, effectivement. Dans ton livre d'ailleurs, tu parles de la différence entre les hommes et les femmes et tu expliques que les femmes, du fait de la libération notamment de l'hormone de l'ocytocine, sont plus résistantes au stress. Alors, les dames ont un petit peu plus d'ocytocine dans le sang lors d'une réaction de stress et c'est bénéfique. L'organisme féminin est un petit peu mieux fait que l'organisme masculin. Et je serais tenté de dire heureusement, parce qu'une récente enquête qui a été réalisée au Canada a montré que les dames étaient soumises à 49% de plus de sources de stress que les hommes. Donc, heureusement que l'organisme est un petit peu mieux fait, sinon ce serait catastrophique. Et je pense qu'il faut quand même que l'on soit très vigilant, si elles résistent un petit peu mieux, mais qu'on met beaucoup plus de sources, on aura quand même de gros problèmes. Oui, la nature est bien faite, ou la société mal faite, je sais pas. Mais Je joue un petit peu sur les deux, quoi. Et quels sont du coup les grands déclencheurs aujourd'hui du stress dans nos sociétés modernes? Le temps, la réduction du temps certainement, la surcharge d'activité, la vitesse, il faut aller vite, parfois au point d'altérer un petit peu la qualité de la pensée. Il faut aller vite, il faut aller vite, il faut aller vite. Et plus on réduit le temps, plus on augmente les sources de stress. Plus on roule vite en voiture, plus on aura de sources de stress. Donc, tout va très vite et c'est effectivement un grand générateur, la réduction du temps, de sources de stress. Et puis, il y a le fait de l'incertitude. On peut traverser une période d'incertitude sur le plan professionnel. L'organisme n'aime pas l'incertitude. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. Une inquiétude par rapport à un souci de santé chez un proche. Ce sont des sources de stress extrêmement efficaces. On traverse une période qui est un petit peu compliquée pour de nombreuses personnes sur le plan financier. Eh bien, une incertitude financière, des difficultés financières. Les Canadiens travaillent beaucoup dessus. Ce sont des sources de stress très importantes. Là, on parle de sources psychiques, mais on pourrait aller chercher des sources physiques. Le bruit, par exemple, est une source de stress. On s'est rendu compte que les personnes une étude qui avait été faite, ça fait déjà quelques années, qui montrait que les personnes qui habitaient autour d'un aéroport avaient un petit peu plus souvent de l'hypertension artérielle parce que c'était lié au stress en rapport avec le bruit des avions qui atterrissaient et qui décollaient. Donc, le bruit est une source de stress aussi. Les variations de pression, par exemple. Quand vous prenez l'avion, l'altitude résiduelle dans une cabine d'avion, c'est 2000 mètres. Un peu, en France, on ne peut pas dépasser 2300 mètres, donc on est aux environs de 2000 mètres. Eh bien, la pression atmosphérique un petit peu plus basse, nos capteurs de pression vont réagir. Le taux d'oxygène dans le sang sera un petit peu plus bas, les capteurs d'oxymétrie vont réagir. Vous allez me dire, ça fait deux sources de stress quand on prend l'avion pour partir en vacances, c'est négligeable et vous aurez raison, mais vous seriez personnel navigant dans une compagnie aérienne, eh bien, si l'avion décolle 3 fois et se pose 3 fois par jour, ça en fait quand même 6. Donc, effectivement, les sources, il n'y a pas que les sources psychiques, il y a des sources physiques et il y a des sources chimiques, par exemple la pollution. Il y a quelques années, il y a des études qui ont été faites en Chine sur l'impact de la pollution sur l'organisme. On se rend compte que c'est très très proche des maladies liées au stress. Donc, effectivement, les sources sont tellement vastes qu'on arrive à un nombre de sources qui est beaucoup trop important par rapport à ce que l'organisme humain aimerait supporter. Le stress est contagieux. Il est contagieux par le biais des émotions. Quand on est stressé, on émettra plus facilement des émotions négatives et les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, se transmettent en 30 millisecondes. C'est très très rapide, c'est instantané. Donc, si on va voir quelqu'un et que l'on est soi-même stressé,
on va lui transmettre des émotions négatives et la personne après sera moins bien. À l'inverse, si on émet des émotions positives, on les transmet aussi en 30 millisecondes. Donc, on pourrait penser que ça s'équilibre. Le seul souci, c'est qu'on sait, grâce aux travaux de Barbara Fredrickson, que les émotions n'ont pas la même puissance. Les émotions négatives sont beaucoup plus puissantes que les émotions positives. Pour compenser une émotion négative, il faut, selon les personnes, entre 2,9 et 13,2 émotions positives. Donc, effectivement, on comprend que ça puisse poser problème. Il y a une contagion émotionnelle. Il faudrait qu'elle soit surtout positive. Mais en même temps, l'humain, il aime bien les émotions négatives. On me dit parfois, oui, les médias diffusent beaucoup d'émotions, de sujets qui sont source d'émotions négatives. C'est juste. Mais en même temps, à Paris, quand il y a un accident sur le périphérique, il y a un bouchon sur le périphérique en sens opposé. Pourquoi? Parce que les gens ralentissent pour regarder. Ce ne sont pas les médias. C'est qu'inconsciemment, on aime bien les émotions négatives. Donc, il faut savoir aussi se contrôler sur ce point. Oui, il y a un côté voyeurisme, mais c'est le même principe d'aller voir un film d'horreur, de se faire un peu peur. On n'est pas obligé de le faire. Vous voyez, et ça fait partie des moyens que je mets en place. Tout ce qui peut générer inutilement du stress, je ne le fais pas. Les films d'horreur, j'ai jamais aimé, donc je ne vais pas commencer maintenant. Mon métier m'a amené à gérer des situations d'urgence quand quelqu'un a un accident. Et donc, s'il y a un accident, bien sûr, je m'arrête et j'essaie d'agir au mieux. Mais ne nous provoquons pas des sources de stress inutiles. Je crois que ça, ce serait déjà très bien. On en a déjà assez comme ça. Exactement. Tu as tout à fait raison. Alors, comment on reconnaît le stress? Quels sont les signaux physiques, émotionnels, comportementaux qui peuvent nous dire que soit je suis stressée, soit la personne que je vois est en stress, qui peut être aigu ou pas? Oui, c'est important d'avoir en tête quelques signaux faibles. C'est ce qui va nous permettre effectivement de voir si soit on est concerné par un ou deux et que d'un seul coup on passe à 7 ou 8, faut se dire, faut lever le pied. Et puis, ça peut être intéressant de voir chez un collègue ou un collaborateur qui a été concerné par un ou deux, qui d'un seul coup l'est par plusieurs. Il y a des signes physiques. Il peut s'agir de douleurs musculaires au niveau des trapèzes, au niveau des muscles paravertébraux. De chaque côté de la colonne vertébrale, on a des gros groupes musculaires. Eh bien, quand on est stressé, ils vont se contracter, c'est douloureux. Vous êtes en voiture, il y a un risque d'accident, vos muscles paravertébraux deviennent très très durs, ils protègent la colonne vertébrale, c'est formidable. Vous êtes derrière votre ordinateur, il y a un mail particulièrement pénible qui vient d'arriver, vos muscles paravertébraux vont se contracter, là ce sera douloureux et ce sera moins positif. Donc, il y a des maux de tête qui vont survenir plutôt quand on se détend, soit en fin de journée, soit le week-end. Quand nos taux d'adrénaline, de noradrénaline baissent, nos vaisseaux par effet réflexe se dilatent, et ça tape au niveau des tempes, c'est radiant frontal, c'est pas sympa du tout. Ça peut être des problèmes aussi, des troubles du sommeil. Quand on est stressé, s'endormir le soir, c'est pas évident. L'hormone qui nous gêne pour nous endormir, c'est le cortisol. C'est une des hormones du stress. Eh bien, quand on a du cortisol dans le sang, pour dormir, c'est pas simple. Si on a une source de stress le matin à 7 heures, le taux de cortisol dans la journée va avoir le temps de baisser et ça gênera moins pour s'endormir le soir. Si par contre une source de stress est 18 heures ou à 20 heures, là, c'est redoutable parce que vous allez avoir du cortisol dans le sang, elle s'élimine très lentement, sa demi-vie est d'1 heure et demie, donc au bout d'1 heure et demie, on a éliminé que la moitié de la quantité sécrétée. Au bout de 3 heures, il en reste encore un quart et ça suffit pour nous gêner pour dormir. Eh bien, si vous avez du cortisol dans le sang, vous allez avoir un sommeil qui va être haché, vous allez peiner à vous endormir, vous allez vous réveiller toutes les 15-20 minutes et quand on dort 15-20 minutes, en général, on n'a pas conscience du sommeil. On n'a pas l'impression de dormir. Donc, on a l'impression de ne pas dormir du tout, on s'inquiète. À 2 heures du matin, on regarde le réveil. Oh là là, les 2 heures demain, il faut que je me lève à 5 heures, je vais être épuisé. Et on resécrète et on crée, dans ce cas-là, un cercle vicieux qui est pas sympa du tout, parce que pour dormir dans la foulée, c'est très difficile. En plus, on a une sensation de chaleur qui apparaît. Et là, c'est parti pour une nuit agréable. Les troubles du sommeil avec des difficultés à s'endormir, c'est assez évocateur. Puis, il y a des signes comportementaux aussi. On va être plus agressif quand on est stressé. Quelqu'un qui va changer de comportement, qui était très sympathique et qui devient agressif, il faut y penser. Le cortisol, c'est aussi l'hormone de l'agressivité. Quand on a eu une journée compliquée, le soir, quand on rentre chez soi, on est nettement moins sympa, on est beaucoup plus pénible. C'est pas le moment que l'enfant renverse un verre de jus d'orange. Il y a des jours pour ça, il faut qu'il choisisse le bon. Et puis on aura plus envie de produits, on aura plus envie de fumer, plus envie de consommer de l'alcool.
Certaines personnes iront jusqu'à recourir à des produits toxiques, à des drogues, une augmentation de la consommation de drogue quand le stress augmente. Une étude qui a été faite au Canada qui a montré que chez les jeunes adultes, pendant la période du Covid et du confinement, la consommation de cannabis avait augmenté. Il y a une étude qui a été faite très récemment en Israël, depuis les événements dramatiques que l'on a connus, eh bien, la consommation de drogue a augmenté aussi. Donc, le stress, ça s'exprime de différentes façons, mais avec quelques signaux faibles en tête, on peut effectivement voir un petit peu où on en est. Je retiens quand même que 3 heures pour éliminer le cortisol, c'est bien ça que tu as dit, Philippe? C'est même plus de 3 heures. C'est que la demi-vie du cortisol, c'est 90 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 90 minutes, on a éliminé la moitié de la quantité du produit sécrété. Au bout de 3 heures, on en a éliminé les 3/4. Ah oui. Il en reste un quart. Et à chaque fois, il faut 1 heure et demie pour diminuer encore un petit peu. C'est une hormone qui s'élimine très lentement, alors que d'autres hormones vont avoir des demi-vies très très courtes de 3, 4, 5, 6 minutes. Là, c'est une demi-vie très longue. Et donc, si vous avez une source de stress en fin d'après-midi, quand vous couchez le soir, ça suffira, le taux de cortisol un petit peu élevé, pour gêner votre endormissement. Donc il faut éviter justement des activités ou des actions les heures qui précèdent le coucher en tout cas. Si vous faites une activité physique intense qui va générer aussi un petit peu de cortisol, il faut mieux la faire le matin que le soir après le boulot. Le stress, qu'est-ce que ça fait sur notre santé à moyen et long terme? C'est très variable d'une personne à l'autre. Ça va aggraver l'évolution de certaines maladies, ça va favoriser l'émergence d'autres. Presque tous nos tissus sont impactés par le stress. Donc, le stress, c'est une libération d'hormones. Les hormones diffusent dans notre organisme et donc elles vont toucher tous nos organes. On n'a aucun organe qui sera épargné, avec des effets différents. Encore une fois, si on a une source de stress de temps en temps, ce n'est pas gênant. L'organisme humain sait parfaitement gérer ça, mais c'est quand il y en a beaucoup trop en même temps que là, ça devient problématique. Donc oui, ça va favoriser la survenue de burn-out quand ça va avoir un impact. Certains niveaux de stress importants vont favoriser la survenue de certaines dépressions. Je ne suis pas en train de dire que toutes les dépressions sont liées au stress, loin de là, mais certains stress chroniques vont favoriser la survenue de dépression. Les travaux de jeunes chercheuses canadiennes, le professeur Caroline Ménard, sont sur ce point très intéressants. Elle s'est rendue compte que quand on a un stress chronique, on va modifier la structure d'une partie extérieure à notre cerveau qui protège le cerveau, qui s'appelle la membrane hémato-encéphalique, donc une membrane qui protège le cerveau. Eh bien, cette membrane, elle s'appelle hémato-encéphalique parce qu'elle est constituée des mêmes cellules que nos vaisseaux sanguins, d'où le hémato-encéphalique parce qu'elle protège l'encéphale. Eh bien, le professeur Ménard a montré que quand on a un stress chronique, les protéines qui soudent les cellules pour qu'elles soient bien étanches et que rien ne puisse passer, qu'elle appelle Claudine 5, eh bien, les protéines Claudine 5 sont moins nombreuses. Les substances chimiques vont pouvoir passer et favoriser la survenue de dépression. Donc, on pourrait y passer des nuits entières ou des journées entières à décrire les effets du stress. À partir du moment où ça diffuse dans tout l'organisme, il y a des effets à peu près à tout niveau. Mais sur le plan psychique, effectivement, c'est assez net. Ça peut être vraiment délétère sur le corps. Et d'ailleurs, je prends un exemple que j'ai lu dans ton livre. Tu dis, alors je pense que c'est peut-être une étude que tu as reprise, que quand on présente des cicatrices, des blessures de peau, oui, la cicatrisation va augmenter dès lors qu'on fait appel à une aide psychologique. C'est intéressant? Oui, effectivement, la cicatrisation va être gênée par le stress. Et si on apaise un peu la personne, eh bien, ça cicatrisera mieux. Je le disais tout à l'heure, on n'a presque pas une réaction qui n'est pas impactée par le stress. Ça va augmenter notre pression artérielle. Là aussi, c'est un souci. On s'est rendu compte que parfois des sources de stress physique même suffisaient à faire augmenter la pression artérielle. Donc, des sources psychiques aussi, bien sûr. Quand on rentre, qu'on est épuisé le soir, eh bien, comme en plus on sera un petit peu irritable, ça va favoriser les tensions vont augmenter le niveau de stress, ça va encore augmenter la pression artérielle, donc on peut vraiment avoir des effets très très gênants. Énormément le coût de se protéger des effets du stress, et ça dans notre pays, concrètement, on ne le fait pas suffisamment. Tout à l'heure, tu as évoqué le burn-out. J'aimerais bien qu'on s'attarde un peu dessus. Déjà, c'est quoi le burn-out et comment on le distingue d'un simple stress, on va dire, classique, entre guillemets, et quels sont justement les signes qu'on peut identifier? Ce ne sont pas les mêmes signes qu'un état de stress. C'est parfois la conséquence d'un état de stress chronique et intense. C'est un véritable état d'épuisement, un burn-out. C'est-à-dire qu'on va avoir consommé trop de neuromédiateurs, trop d'hormones, notre organisme en manque et de ce fait
moralement on n'est pas bien. Ce sont des personnes qui vont avoir une tristesse majeure, qui vont avoir un épuisement parfois physique. Des personnes qui ne peuvent plus bouger, mais au sens premier du terme, parce que souvent dans le burn-out, le cortisol est bas, et comme le cortisol a quand même une action anti-inflammatoire, si son taux est bas, l'action anti-inflammatoire est moins nette, et donc on aura des douleurs musculo-tendineuses qui seront un petit peu plus fréquentes, mais surtout une composante morale avec un épuisement au sens premier du terme, des difficultés à récupérer, un sommeil qui va être compliqué, où on ne pourra pas récupérer. Ce ne sont pas du tout les mêmes signes que le stress, c'est plus proche de signes d'une dépression, avec une tristesse importante, avec une incapacité d'agir qui est poussée à l'extrême. Le burn-out survient facilement chez les personnes qui sont un peu perfectionnistes. Quelqu'un qui est sérieux, qui arrive tôt, qui part tard, qui veut à tout prix bien faire, il faut que son manager soit vigilant, car s'il n'est pas vigilant, la personne peut sans problème managérial se mettre en zone rouge toute seule. Si elle veut faire trop bien, et si quelqu'un ne lui dit pas « Ok, là c'est très bien, on arrête là », eh bien elle peut vouloir faire encore mieux, puis faire encore mieux, et se mettre en burn-out sans qu'il y ait d'impact négatif sur le plan managérial. Si bien sûr en plus il y a un impact managérial qui soit catastrophique, ça va accélérer le mouvement. Mais seul, on peut tout à fait se mettre en burn-out. Le burn-out, il peut survenir effectivement dans la sphère professionnelle, mais également personnelle. Aujourd'hui, on parle de burn-out familial, parental, de couple. C'est pas spécifique au travail, le burn-out, finalement. Non. Et même quand il est lié au travail, on considère qu'en gros, il y a 75% en rapport avec le travail et 25% lié à l'entourage du travail. Et effectivement, on voit des descriptions de cas de burn-out en dehors du travail, mais ce sont souvent ces profils qui veulent vraiment très bien faire. C'est bien d'être perfectionniste jusqu'à un certain niveau. Mais il faut savoir se mettre une barrière. Et c'est peut-être là aussi que l'on a des difficultés. On apprenne à faire bien, mais peut-être pas à vouloir faire mieux que très bien. Très juste. Alors justement, toi, tu as mis en place ce qu'on appelle les bienveilleurs. C'est un réseau de personnes dans différentes entreprises. Ça nous vient du Canada. Tu peux nous en parler un peu ? Oui, tout à fait. C'est un concept qui vient du Canada. Au Canada, ils ne parlent pas de bienveilleurs, mais de personnalités sentinelles. Ce sont des personnes qu'ils ont formées, des personnes lambda, à savoir voir une personne qui moralement ne va pas bien, à savoir s'adresser à cette personne et à savoir l'orienter vers le bon interlocuteur. Ce ne sont pas du tout des acteurs de soins, ce sont des capteurs de personnes en difficulté. Eh bien, on a un petit peu transformé le concept, on l'a élargi à savoir détecter quelqu'un qui a un niveau de stress trop important, à savoir s'adresser à cette personne, à savoir l'orienter, et également à des personnes qui moralement ne vont pas bien. Et là, on a mis en place des bienveilleurs effectivement dans des structures publiques, dans des structures privées, avec ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, où ils ont mis beaucoup de bienveilleurs, ils en ont mis dans les entreprises, ils en ont mis dans les lycées, ils en ont mis dans les cégeps, ils en ont mis dans les facultés, ils en ont mis dans les entreprises, ils en ont mis dans les villages isolés, ils en ont mis dans les services de sécurité du métro de Montréal, ils en ont mis au CHU de Montréal. Eh bien, il y en a de plus en plus, mais il ne diminue pas le nombre de bienveilleurs. En France, les entreprises ou les structures qui mettent en place des bienveilleurs, eh bien, ne diminuent pas le nombre de bienveilleurs, mais l'augmentent d'année en année. Ça, je trouve que c'est très rassurant. C'est un concept, effectivement, qui est extrêmement intéressant, car il s'agit de former, de façon simple, des personnes à savoir voir quelqu'un qui est trop stressé, à savoir voir quelqu'un qui moralement ne va pas bien, et à savoir éventuellement voir quelqu'un qui est en train d'aller vers un burn-out. L'intérêt de savoir voir quelqu'un qui moralement ne va pas bien, c'est qu'une personne qui moralement ne va pas bien ne va pas pouvoir prendre rendez-vous, ne va pas pouvoir passer un coup de fil pour aller mieux, parce qu'elle est en apathie. L'apathie, c'est une incapacité totale d'agir. En revanche, si le collègue, le voisin de bureau dit « écoute, tu ne m'as pas l'air bien », « ah ouais, t'as raison, mais c'est compliqué, j'ai pas envie d'en parler, je te comprends, mais ce qui serait bien, c'est que tu vois ton médecin. Oui, t'as raison, demain je prendrai rendez-vous. Ben, écoute, prends rendez-vous maintenant, ce sera fait, puis quand tu l'auras vu, dis-moi ce que ça donne. » Cela peut suffire à sauver une vie. Dans un très grand nombre de cas, le bienveilleur va simplement échanger avec une personne qui va pas très bien, puis l'échange, encore une étude qui est parue très récemment sur les vertus de l'échange, eh bien, la personne, après un simple échange, ira mieux. C'est un acte d'humanité. Tout petit nombre de cas, eh bien, ça va sauver une vie. Ce sera un devoir d'humanité. Un bienveilleur, c'est quelqu'un qui fait de nombreux actes d'humanité,
et très rarement un devoir d'humanité, mais c'est quelqu'un qui est essentiel dans le rouage d'une structure, quelle qu'elle soit. Il y a des bienveilleurs dans des entreprises publiques, dans des entreprises privées. Je souhaiterais vraiment intensément qu'il s'en développe au niveau de collectivités locales. Ça me semblerait être une aide précieuse pour nos concitoyens dans une période où ils ne vont pas bien. C'est une très belle initiative en tout cas. Et si on a envie d'être bienveilleur spontanément, comment on peut se former? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, par exemple être bienveilleur avec ses voisins? On pourrait être bienveilleur avec tout le monde, bien sûr. C'est un peu un bienveilleur pour moi, c'est un peu un objecteur de conscience de la différence. C'est un ferment de fraternité et on en a bien besoin en ce moment. Alors les bienveilleurs, jusqu'à maintenant, on en forme dans des structures qui nous demandent d'en former, des entreprises et collectivités locales ou autres, mais il faudrait qu'on le développe effectivement pour qu'il y en ait le plus possible. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi essentiel. C'est un de mes combats à l'heure actuelle. Super. Alors maintenant, on a beaucoup parlé effectivement de ce que c'est que le stress, de ce que ça fait. Comment on fait à l'échelle individuelle pour se protéger de ce stress? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez raison, c'est un sujet majeur et dans notre pays, on a du retard. Il faut se protéger. On sait que si tous les jours, on marchait 30 minutes et on montait 21 marches, un étage et demi, on aurait un impact qui serait bénéfique sur le stress. Ça me semble faisable. 30 minutes en 2 fois 15 éventuellement, et monter un étage et demi, ça me semble possible. Si on le sait, on le fait. J'habite au 5e étage et je monte systématiquement, sauf quand je suis très chargé, à pied, les étages. Eh bien, maintenant, c'est plus un problème d'en monter 5, je le fais de façon très agréable. Donc, faut qu'on sache que c'est important et qu'on sache qu'il faut le faire. Et là, ce serait important de sensibiliser le plus grand nombre possible de personnes pour que chacun ait une activité physique régulière et modérée. Si on veut diminuer son niveau de stress, aussi faire un petit peu attention à son alimentation, être vigilant sur les apports en sucre et en sel. Quand on est stressé, on aura plus facilement envie de produits sucrés, de produits salés, et donc il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Le stress oxyde un petit peu l'organisme, donc consommer des produits antioxydants naturels, des tomates, des melons, des betteraves rouges, des mûres, des myrtilles, des agrumes, tous les fruits qui ont de la vitamine C vont avoir une action antioxydante, ça vaut le coup de le corriger. Et puis, le soir, je fais 2 petits exercices. Je les fais depuis 10 ans. J'ai un petit carnet à spirale chez moi, enfin j'en ai plusieurs, parce qu'à force, on a fallu pas mal. J'ai un petit carnet à spirale, je l'ouvre, je sépare la page en 2 verticalement. D'un côté, je note ce qui s'est mal passé dans la journée, de l'autre, ce qui s'est bien passé. Et une fois que j'ai noté ce qui s'est bien passé, je regarde dans ces points-là les 3 les plus importants à mes yeux. Et ces 3 points-là, je me force à y penser quand je me couche. C'est une forme d'hypnose de pleine conscience. Ça va contribuer à freiner un petit peu les sécrétions d'adrénaline, de noradrénaline. On a un sommeil de meilleure qualité. Le lendemain, quand on se réveille, on est plus en forme. Une fois que j'ai noté mes points négatifs, mes points positifs, que j'ai repéré les 3 auxquels je vais penser en me couchant, je regarde si dans mes points positifs, il y a un petit succès. Un petit succès, c'est un point positif qui s'est bien passé grâce à mon action. Eh bien, quand j'en ai un, au dos du petit carnet, sans chercher à le mémoriser, celui-là, je l'écris simplement. Puis 3-4 jours après, j'en ai un autre, je vais l'écrire en dessous. Et au fur et à mesure où tu le fais, tu verras si tu le fais, eh bien, on ne peut pas s'empêcher à chaque fois de relire les 2-3 précédents. Et de ce fait, on va augmenter ce que les psychologues appellent le sentiment d'efficacité personnelle. C'est la conscience que dans un domaine bien précis, on sait faire. Quand on augmente le sentiment d'efficacité personnelle, on va modifier l'expression d'un de nos gènes, un gène qui s'appelle OXDR, un gène qui code pour une protéine d'un récepteur ocytocine. L'ocytocine agit un petit peu plus et de ce fait, on fait baisser le stress, on augmente la persévérance, la confiance en soi, l'optimisme et la créativité. Mon rêve, ce serait que dès le collège, les enfants prennent l'habitude de le faire. Ça ne coûte rien. Ça prend 3 minutes par jour. Je le fais depuis 10 ans. Pourquoi? Parce que ça a 2 avantages. Ça me permet d'être plus serein. Et le deuxième avantage, c'est comme je suis plus serein, mon organisme consomme moins d'énergie et ça me permet d'être moins fatigué. 3 minutes pour être moins stressé, moins fatigué, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, oui. Alors moi, je fais un exercice qui est un petit peu différent, mais ça se rapproche, c'est l'exercice de gratitude. Alors je note pas les succès, mais j'identifie les trois choses pour lesquelles je me sens en gratitude. Et c'est vrai que ça fonctionne. Bien sûr. Faut juste qu'on prenne l'habitude de le faire. Bouger, faire ces petits exercices le soir, franchement, ça vaut le coup. Si j'ai besoin de me concentrer, si j'ai un travail qui est un peu dense à faire,
Je modifie un petit peu les ondes de mon cerveau, je le fais passer d'ondes bêta à des ondes alpha. Et pour ça, c'est pareil, c'est assez... L'homme qui m'intéresse à ce sujet, c'est Guy Chéron, qui est professeur de neurophysiologie en Belgique. Guy Chéron explique que les ondes alpha sont les ondes de la sérénité, de la concentration et du succès, et donc de la sérénité. Et il a utilisé ces ondes pour aider des sportifs de niveau à réussir. Eh bien, si on se met sur des ondes alpha, on sera plus serein, on sera plus concentré. Donc, avant une tâche importante, avant qu'un enfant fasse un examen, par exemple, ça peut être intéressant. Pour cela, il faut investir dans une feuille de papier, un crayon. Tu vois que c'est pas une demande d'investissement qui est colossale. Tu prends une feuille de papier, tu vas réfléchir au plus grand moment de fierté de ta vie. Et quand tu en trouves 2, 3, en réfléchissant bien, celui qui m'a le plus touché, c'est celui-ci. Quand tu l'as détecté, tu l'écris et tu réfléchis à ce que tu as ressenti sur le plan émotionnel à ce moment-là. Et en 2, 3 lignes, tu l'écris. Eh bien, quand tu vas avoir noté ce grand succès, noter ce que tu as ressenti sur le plan émotionnel, tu le relis plusieurs fois pour t'en imprégner parfaitement, à chaque fois que tu repenseras à ce moment de grande fierté et à ce que tu as ressenti sur le plan émotionnel. Tu vas modifier les ondes de ton cerveau, tu te mets sur des ondes alpha, des ondes de la concentration, de la sérénité et du succès. Ce sont des choses simples, à portée de main. Puis après, il y a tout un tas de petits comportements qu'on peut avoir. On sait que regarder un beau paysage en 4 minutes, ça diminue notre niveau de stress, la fréquence cardiaque va baisser. Regarder un aquarium, il faut 6 à 8 minutes. Aller se promener dans des grands espaces naturels. Les Écossais travaillent beaucoup sur ce point, au point où en Écosse, des médecins prescrivent, en partenariat avec une association de protection de la nature, des promenades dans des grands espaces naturels. Nos amis canadiens, eux, se sont rendus compte que la culture est protectrice. Si on va voir un musée, ils ont dosé le cortisol à l'entrée du musée à la sortie il est plus bas, donc le musée est protecteur du stress. Allez visiter un musée. Au Canada, des médecins prescrivent un couple plus 2 enfants de plus de 17 ans une visite dans un musée et c'est remboursé car considéré comme un acte thérapeutique. Aller promener son chien, si on veut des choses plus simples, eh bien cela effectivement va nous détendre et si on caresse le chien, on détend le petit chien en même temps. C'est doublement rentable. Il y a tout un tas de petits plaisirs que l'on peut aller chercher qui effectivement vont nous aider à nous protéger. Mais quels que soient les moyens que l'on utilise, il faut se protéger. Le musée, c'est un exemple qui m'intéresse. Est-ce que le musée diminue le stress parce que justement on est dans un endroit qui est beau et le beau est stimulant et d'une certaine manière ça diminue le stress, ou est-ce que c'est parce qu'on est concentré, on est dans une forme de pleine conscience et que du coup on se déconnecte de ces problématiques quotidiennes qui fait qu'on diminue le stress, ou un peu des deux, ça se trouve? Certainement un peu des deux, puis le fait que quand on voit de belles œuvres, sur le plan émotionnel, c'est quelque chose d'intense. On est en contemplation. Oui, donc je trouve que la culture est un moyen de s'apaiser qui est extrêmement intéressant. La nature et la culture sont très efficaces. Je pense qu'on en a plein d'autres. D'ailleurs, dans ton livre, il y en a plein. Hein. Il y a la méditation aussi que tu cites, oui, qui est un outil très intéressant pour diminuer son stress au quotidien et facilement accessible. Tout à fait. J'en parle un tout petit peu moins parce que ce que je voudrais, c'est que des personnes qui ne font rien commencent à faire. Et bon, l'exercice avec mon petit carnet, il est tellement simple, il est facile à faire, on peut pas me dire j'ai pas le temps. Sinon, quand on me demande certaines choses, je n'ai pas le temps non plus. Je vais pas trouver 20 minutes. Par contre, si on m'invite à dîner au restaurant, je trouve 2 heures. C'est un peu pareil pour les petits carnets. Si on trouve pas 3 minutes dans la journée, il faut se poser des questions. On peut le trouver. C'est facile à faire. Et franchement, c'est très efficace. C'est énormément protecteur. Et il faut que dans un groupe, on met en place des bienveilleurs. Ils offrent aux bienveilleurs un petit carnet avec séparé pour pouvoir noter les points négatifs, les points positifs et le petit stylo qui va avec pour inciter les collaborateurs à le mettre en place. Je trouve ça très bien. Pourquoi les points négatifs d'ailleurs? Pourquoi on doit les noter? Pour moi, c'est que si on note que les points positifs, notre cerveau va se rendre compte que l'on triche, qu'on en oublie une partie, qu'on fait pas un bilan objectif de la journée. Si je note mes points négatifs et mes points positifs, j'ai fait un bilan objectif. Bien sûr, je vais tricher parce que je vais me focaliser sur les points positifs, mais avec la conscience d'avoir fait un bilan objectif, et pour moi, c'est un petit peu plus efficace que si on notait que les points positifs. Donc un souci d'objectivité. Oui, c'est important une fois de temps en temps. Super. Il y avait aussi ce souvenir des moments heureux, tu en as parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Ça, c'est facile et très puissant. Oui, on a des moments dans la vie qui nous ont touchés.
et on les oublie parfois, de temps en temps, il faut les revivre, il faut les écrire, ces moments heureux, c'est extrêmement intéressant. Et plus on va les écrire de façon précise, plus cela nous impactera. Se souvenir des moments heureux, c'est essentiel. On est dans un monde qui va tellement vite qu'on prend presque pas le temps d'apprécier les moments heureux. On ne passe que d'une difficulté à une autre. T'entends ? Freiner un tout petit peu. Ça permet de mieux savourer aussi son présent. Oui, tout à fait. Il n'y a aucune vie qui n'est faite de moments simples. On est tous confrontés à des soucis importants, à des inquiétudes, à des ennuis. C'est inévitable, c'est ça la vie. Il faut essayer de vivre mieux dans une instabilité importante, dans des difficultés importantes. Mais si on se donne ces moyens d'essayer de vivre mieux, on aura vraiment une qualité de vie qui sera différente. Et ça vaut le coup. On peut vivre mieux. On peut vivre mieux. Ça fait un très bon mot de la fin, je pense. Philippe, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour conclure cet échange ? Si on devait passer un message, ce serait que le plus grand nombre possible de personnes prennent le temps de se protéger des effets du stress. N'attendons pas d'être malade. Après, c'est un petit peu tard. Soyons vigilants, protégeons-nous dès le départ. Merci beaucoup Philippe. Donc moi je retiens quand même la stratégie aussi des petits pas. On ne demande pas à tout le monde de changer toute sa vie, mais vraiment de piocher, de faire des choses faciles. Tout à fait. De petites choses peuvent avoir de grands effets. On voudrait souvent avoir la solution. Oui, mais il n'y en a peut-être pas une, sinon tout le monde la connaîtrait depuis longtemps et tout le monde irait bien. C'est peut-être qu'il faut changer un petit peu notre mode de vie, à tout point de vue, à tout niveau. Il faut arriver à faire en sorte que finalement on vive différemment. Il faut peut-être créer un équilibre de vie entre notre travail, notre famille et puis nos engagements sociaux. C'est peut-être cet équilibre-là finalement qui nous permettra lui aussi d'avoir une vie différente. Parce que si c'est compliqué au travail et que ça va bien au niveau de la famille et bien au niveau des engagements, ça aidera à vivre les choses différemment, ça nous aidera à relativiser. Donc c'est peut-être cet équilibre-là qu'il faut aller chercher, mais aussi prendre soin de se protéger soi. Et ça, à tout âge, il faut le répéter aussi, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tôt pour commencer. Et jamais trop tôt non plus. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Merci infiniment Philippe pour toutes ces explications, tous ces conseils. Effectivement, on peut vivre mieux et moi j'invite ceux qui ont envie de vivre mieux aussi à aller lire ton livre qui est très intéressant et très riche de conseils. Merci beaucoup Amira, à bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.